référent pour la maladie FLT3. Bonjour à tous, merci de me donner l'opportunité de vous faire cette présentation. Donc, je vais vous parler de l'impact des traitements dont Célestine vient de nous parler sur la dynamique des clones, micro et macro-clones, on va en parler, avec mutation du FLT3 et principalement la mutation de type FLT3-ITD. On a l'habitude de voir cette diapositive qui s'intéresse à ce qu'on appelle la phylogénie ou l'ontogénie de l'apparition de la maladie avec mutation du FLT3 et on a l'habitude de dire que c'est en règle générale une mutation tardive. Pendant longtemps, on en a déduit que c'était probablement pas une mutation très intéressante. Néanmoins, tous les médicaments qui sont enregistrés ces dernières années sont très souvent des inhibiteurs du FLT3. Donc elle est probablement très intéressante néanmoins à cibler. C'est pas compliqué à comprendre, elle est très intéressante à cibler parce que ce sont les clones qui vont amener à la rechute, et on va voir pourquoi. Alors juste une petite définition pour commencer, j'ai emprunté cette diapositive à Pierre Sujaubert, c'est juste pour vous dire que la manière dont on va découvrir ces différents protagonistes quand ils vont enlever leur capuche en cuir, on va pouvoir voir apparaître différents visages, etc. Et dans la présentation qui va suivre, nous allons nous intéresser exclusivement à la stratégie génétique. On ne va pas discuter des différences clonales phénotypiques, métaboliques, immunitaires ou autres aspects des cellules cancéreuses. Il y a un petit problème avec votre... Excusez-moi. Voilà. En une minute, du coup, parce que ça va être important pour la suite, l'architecture clonale d'une manière générale des cancers, ici de la leucémie aiguë, il y a deux types d'évolution. Une évolution qu'on dit linéaire, avec l'acquisition des mutations classiques telles qu'on vient de le voir, parfois précédée d'une hématopoïèse clonale chez les personnes âgées. Et il y a une deuxième évolution que l'on dit branchée, avec deux clones différents qui vont acquérir une mutation différente. Des questions se posent sur l'impact de ces mutations sur les interactions entre ces clones, la compétition, éventuellement du commensalisme, éventuellement une symbiose, comme on peut le voir avec la sécrétion de 2HG chez les mutants IDH. Il y a des tout petits clones, toute la maladie répond au traitement. C'est parce qu'il y a un impact de la sécrétion de l'oncométabolite sur la maladie wild type. Et il y a un deuxième concept qui est toujours ces deux types de mutations, mais qui ont les mêmes conséquences. Deux mutations FLT3, une mutation FLT3 ou PTPN11, une mutation FLT3 et RAS. Globalement, on est dans les mêmes effets dans la leucémie, d'une manière générale. Et ça peut avoir un impact, ça a été démontré par des travaux français dans les CBF, ça a un impact pronostique, indépendamment de la taille des clones. Et en fait, on ne sait pas bien pourquoi. Et ça va être important pour la suite de cette discussion. Alors après ces quelques définitions et concepts, qu'est-ce qu'on sait de l'évolution clonale sous traitement? Alors ce que l'on a su pendant la notion sur laquelle on a vécu pendant très longtemps vis-à-vis du FLT3, c'est qu'après chimiothérapie, vous aviez globalement 20% des patients qui perdaient leur clone FLT3 et accessoirement 20% qui allaient l'acquérir à la rechute. Depuis la midostaurin, on a des données complémentaires qui nous montrent que globalement, ça n'est plus 20% des patients qui perdent leur FLT3, mais la moitié, tout simplement. Dans cette étude qui a été publiée en 2021, dans une cohorte très majoritairement de patients en rechute. Il y avait quelques patients réfractaires, ils n'ont pas été analysés à part. Donc la midostaurin a un impact sur la maladie clonale, et c'est important. Et on a tous appris à retester les patients à la rechute avec l'arrivée du gilteritinib, puisqu'on avait une thérapie ciblée. Avec le quizartinib, on a aussi des données, on a surtout des données à ce jour quand il a été utilisé en monothérapie, à l'issue des résultats du Quantum R, et ce qu'on a vu apparaître, c'est surtout des mutations de type TKD, avec des mutations en D835 ou Y842, qui induisent des modifications conformationnelles, qui fait qu'il n'est plus actif. Célestine a un petit peu introduit cette notion-là, c'est un inhibiteur de tyrosine kinase de type 2, donc il ne marche pas sur les mutations de type TKD, et donc quand il est utilisé en monothérapie, c'est un mécanisme classique d'échappement, ce qui n'est pas forcément vrai quand il est utilisé en association à la chimiothérapie ou à des traitements à base de vénétoclax, mais ce n'est pas le propos de notre discussion aujourd'hui. Et on voit que chez les patients qui rechutent sous quizartinib
En monothérapie, vous avez l'émergence de clones qui étaient déjà là à la rechute, mais absolument minimes, et qui vont devenir prédominants, soit à l'intérieur du clone ITD avec des doubles mutants ITD-TKD, soit à l'intérieur des clones FLT3 wild-type avec des mutations de TKD ici également. Il y a d'autres types de mutations que l'on va dire off-target qui apparaissent, et c'est les classiques mutations de RAS la plupart du temps, avec aussi quelques mutations de type WT1, mais RAS est au centre de l'échappement en dehors des mutations du FLT3 avec le quizartinib. Et c'est également ce que l'on observe avec le gilteritinib, là aussi utilisé en monothérapie. Alors on a montré dans l'étude française qui a été publiée en 2022 que quand vous mettez un patient sous gilteritinib, à la rechute, il y a 30% des patients qui ont perdu leur clone FLT3-ITD, mais quand même 70% des patients qui le gardent. Et en dehors de la persistance des clones de type FLT3-ITD, vous avez globalement, encore une fois, plus d'un tiers des patients qui échappent avec des mutations de la voie RAS dans des délais qui sont relativement longs, ce n'est pas des résistances précoces. La plupart des clones sont là au moment de la mise sous traitement et c'est eux qui vont s'exprendre sous les ITK. C'est le même modèle que le quizartinib tout à l'heure. Par contre, avec le gilteritinib, vous n'avez peu ou pas d'échappement avec le TKD. C'est un inhibiteur de type 1, donc il marche dans les deux. Ce que l'on peut voir, c'est des mutations de type F691L. C'est des mutations, c'est l'équivalent de la T315 dans la leucémie myéloïde chronique. C'est un problème clinique qui n'est pas vraiment réel et qui est souvent dépassé par une augmentation de la dose du médicament. Ce n'est pas un problème clinique du quotidien, la F691L. Pour finir, l'azacitidine venetoclax, on dit que les patients qui ont une mutation du FLT3 répondent moins bien à l'association Ven-Aza. En fait, ils ne répondent pas moins bien, ils répondent exactement comme les autres, 65% de RC-RCI. Par contre, quand ils répondent moins longtemps, ils rechutent plus rapidement, et ça se voit sur les courbes de survie, puisqu'on sait que c'est ces patients, qu'ils soient FLT3 ou RAS mutés, ITD, pas les TKD. Les TKD répondent très, très bien au traitement Ven-Aza, ça élimine les clones TKD mutants. Et par contre, ils vont durer moins longtemps. Ils vont durer moins longtemps, pourquoi? Parce qu'il y a différents types d'échappements qui sont des résistances adaptatives, qui ne sont donc pas des résistances primaires. Il y en a 4 qui ont été décrits. Alors, il y en a 3 qui étaient très connus. La perte d'hétérozygosie, qui est un mécanisme classique d'échappement à la rechute. L'augmentation du clone par un mécanisme d'échappement autre, avec des mécanismes de résistance qui ne passent pas par des phénomènes mutationnels. L'acquisition de mutations FLT3-ITD chez des patients qui ne l'étaient pas à la mise sous traitement. Et un nouveau qui a été décrit, c'est une modification tertiaire de la protéine. Elle est coupée, et donc globalement, elle garde sa capacité à signaler, mais sans être inhibée par les inhibiteurs. Et pour la partie wild type, avec une sur-signalisation également. Donc une fois qu'on a déterminé cette évolution clonale à la rechute, on peut discuter de la persistance des clones à la rémission complète. Ça, c'est une notion que l'on connaît très bien, c'est la notion de maladie résiduelle. Mais le FLT3 a très longtemps eu une mauvaise réputation en maladie résiduelle pour 2 raisons. La première, c'est qu'il faudrait imaginer faire des PCR par patient, mais en fait, ça n'a pas de sens parce que c'est des mutations qui sont assez instables, différents sites d'ITD, différentes tailles. Donc ça n'a jamais été une cible qui a été considérée de manière sérieuse. Jusqu'à récemment, où il y a 2 types de stratégies qui ont été envisagées, avec des algorithmes particuliers de NGS, des travaux de Lille publiés par Augustin Baudry, qui travaille chez Claude Prudhomme, qui est une stratégie de NGS avec un filtre algorithmique particulier qui permet de détecter des FLT3 ITD, même tout petits, avec une excellente corrélation avec la technique de référence qui est l'analyse de fragments. Et une technique qui a été publiée par Marc Lévis, qui est la technique qui a été utilisée dans le Quantum First et dans le Morpho, dont nous a parlé Célestine, qui est là cette fois-ci un séquençage NGS précédé par une PCR. Et donc vous faites un séquençage NGS sur des amplicons de FLT3, et donc vous décuplez les capacités à détecter la maladie résiduelle. Donc cette maladie résiduelle, elle est devenue intéressante dans ces 2-3 dernières années, avec une valeur pronostique en post-chimiothérapie, en post-allogreffe, en post-chimiothérapie à l'issue de 2 cures. On a aussi trouvé un impact dans le morpho, comme nous l'a montré Célestine, chez les patients qui recevaient du gilteritinib en entretien. On a aussi trouvé un impact, et c'est même ces patients-là qui bénéficiaient du traitement d'entretien par gilteritinib
alors que ceux chez lesquels on ne détectait pas le FLT3 n'en bénéficiaient pas. On a retrouvé la même chose dans le Quantum First. Je ne vais pas m'étaler sur cette courbe, on l'a vu tout à l'heure, et on a vu que la maladie résiduelle, quel que soit le cutoff, mais globalement à 10-4, elle avait un intérêt après une induction, elle avait un intérêt après 2 inductions, et elle avait aussi un intérêt à la toute fin du traitement. Il s'agit exclusivement de stratégies de maladie résiduelle dans la moelle. La maladie résiduelle FLT3 dans le sang, à ce jour, n'est pas pertinente. Et un petit peu comme précédemment avec le morpho, c'est chez les patients chez qui on va détecter de la maladie résiduelle, ce sont eux qui vont bénéficier le plus du traitement d'entretien par quizartinib, que ce soit en post-allogreffe ou que ce soit chez des patients qui n'ont pas reçu de greffe de cellules souches hématopoïétiques, quelle qu'en soit la raison. Et enfin, le dernier pas à passer, c'est que la maladie résiduelle FLT3 implique que l'on peut détecter des clones qu'avant on n'était pas susceptible de détecter parce qu'ils étaient tout petits. La question qui peut se poser, c'est y a-t-il un intérêt à aller rechercher ces clones au diagnostic? C'est ce qu'on va appeler les microclones. Dans certains travaux, on les appelle des clones minutes. Peu importe, on va considérer que c'est synonyme. Il n'y a pas de définition formelle de ce qu'est un microclone. Globalement, c'est des clones FLT3 que l'on ne détecte pas avec les techniques de référence, notamment l'analyse de fragments. Dans ce premier travail, ce qui a été publié par les Japonais l'année dernière, ils ont détecté les clones 10 minutes FLT3 avec une stratégie de NGS extrêmement sensible. Et ils ont déterminé qu'un clone minute était entre 5%, 5% c'est l'analyse de fragments, et 0,067% qui était leur seuil de sensibilité. Ils ont pris 111 patients. 37 avaient un clone FLT3 ITD ici au-dessus de l'analyse de fragments classique. Et vous avez tous les autres patients, 74 en l'occurrence, qui n'avaient pas de clone, qui étaient étiquetés FLT3 wild type. Sur ces 79 FLT3 wild type, vous en avez 19, donc 25%, qui avaient des microclones FLT3 ITD. Vous voyez dans ces équivalents de boîte à moustache la distribution de ces clones. Ici, les patients qui avaient des mutations de type ITD et ici, des patients qui avaient uniquement des microclones. Et en fait, on voit qu'il y a aussi des microclones chez des patients qui ont de vrais clones FLT3 ITD. Ça, on pourrait se dire, bon, est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que c'est pertinent, si vous avez un gros clone, d'aller en chercher les tout petits? Vraisemblablement oui, puisque les patients qui avaient des microclones avaient une incidence cumulée de rechute dans la limite des effectifs, bien entendu, plus importante que ceux qui n'en avaient pas et à égalité avec ceux qui avaient des gros clones FLT3 ITD. Donc cette question peut être intéressante. Et donc on a refait une étude de ce type, mais cette fois-ci en posant la question de la midostaurin, toujours en collaboration avec Lille. C'est les travaux de Roman Giudino qui était interne à l'heure actuelle. On a fait une étude rétrospective multicentrique, incluant des patients du BIG, mais aussi d'autres centres qui sont allés chercher des données de vie réelle. Et nous nous sommes intéressés exclusivement aux patients en rechute réfractaire. Donc une mauvaise population, ceux de mauvais pronostics, puisque par définition, ils ont tous rechuté. Une partie avait reçu de la midostaurin, qu'ils soient en rechute ou réfractaires, et on a analysé les patients, c'est la présence de ces microclones au diagnostic ou en rechute réfractaire. Ce que l'on voit déjà, c'est qu'il y en a beaucoup. La moitié des clones détectés au diagnostic sont des clones qui sont en dessous du seuil de détection habituel. À la rechute, c'est 30%. Ont aussi été testés des donneurs sains, ça n'a pas été détecté, mais on a aussi testé tout un tas de patients atteints de syndrome myéloprolifératif et il n'a été détecté aucun microclone dans ce contexte-là. Donc on considère que ce ne sont pas des faux positifs dans la limite de cette démonstration, bien entendu. Donc c'est un phénomène réel et extrêmement important. Et ce qu'on montre globalement en quelques mots, c'est deux choses. C'est que dans les macroclones, quand vous en avez un, associé à des microclones, vous avez moins de probabilité d'éradiquer la maladie FLT3 mutée avec la midostaurin. Alors, est-ce que ça passe par un phénomène de hasard? Il y en a plus, j'ai moins de chances de les éliminer. Ou est-ce que ça passe par un phénomène de symbiose entre les différents clones qui se soutiennent? La question reste posée. Je ne parle pas de la persistance de la maladie avec l'augmentation de la VAF et l'acquisition de mutations de résistance. On connaît ça depuis 20 ans, peu importe. Par contre, quand vous avez des microclones au diagnostic, certains peuvent être éradiqués. Moins vous en avez, plus c'est probable. Mais on s'aperçoit qu'en fait, il y en a une grande partie qui vont eux-mêmes driver la rechute chez les patients.
Donc il y a une pertinence clinique à aller chercher cette information, puisque dans 50% des cas, la maladie à la rechute va être drivée par ces clones qui étaient non détectés au diagnostic. Enfin, pour finir, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que je vous ai dit au début de la présentation que la midostaurin faisait passer de 80 à 50% la probabilité de garder du FLT3 à la rechute. Il n'y en avait pas vraiment de données dans les maladies réfractaires. Donc parfois même, on pouvait ne pas la retester. En fait, c'est extrêmement important de retester les patients en situation réfractaire. Donc, un mois après, juste après la chimiothérapie d'induction, puisque les chiffres sont exactement les mêmes, on passe de 80% de patients qui gardent leur clone sans midostaurin à 40% de patients qui gardent leur clone avec midostaurin. Donc, il faut absolument retester les patients également au statut réfractaire, même si c'est juste un mois après la chimiothérapie d'induction. Je vous remercie de votre attention.